malgré ce qu'on pourrait croire d'un peu d'expérience, a été assez productif. Et c'est moi qui l'ai été moins, parce que j'ai pas fait la synthèse. Alors deux choses, je vais vous présenter rapidement quelques expériences. Et je les ai prises en photo, donc je m'engage à les mettre sur un support numérique et à vous les transmettre. Normalement, j'ai vos adresses e-mail ou courriel. Et je vous les transmettrai. Donc les CESF, AS et l'éducatrice spécialisée en formation qui était avec nous ont relaté un nombre important d'expérimentations, d'innovations qu'elles ont pu conduire ou observer. Donc rapidement, parce que je ne vais pas être exhaustif, on a vu des ateliers intergénérationnels, voire organisés entre un club de bridge et le pige de la commune, pige.info jeunesse. Des fiches, alors beaucoup de fiches d'information ou des fiches mémoire sur l'utilisation des logiciels, en pointant tout de suite que quand le logiciel change, la fiche elle est à revoir. Des tableaux de mots de passe aussi, identifiant le mot de passe pour que les personnes repartent avec et les conservent, et allant jusqu'à l'indication de où il faut les stocker. Beaucoup d'ateliers donc de formation, de sensibilisation, que ce soit la cybercriminalité, donc animés, conçus ou simplement observés par des CESF ou des AS, donc les ateliers, des actions collectives, conduite aussi, est revenue l'idée de la cartographie. Voilà, donc sur un territoire, la cartographie a été réalisée. Cartographie de quoi? Pardon, donc des lieux ressources numériques. Lieux ressources numériques pour se former, pour accéder au matériel quand on n'en a pas. Donc voilà, des initiatives plutôt territoriales. Alors, voilà, je regarde rapidement. Le fait de faire passer le B2I, le brevet informatique, à des personnes en chantier d'insertion. Le B2I, je vous fais une synthèse écrite, je vais un peu trop vite là. Donc B2I, c'est le brevet que les collégiens passent. C'est le premier niveau de compétences informatiques qui pourrait être attendu par des collégiens en troisième. Et donc ce B2I là, le faire passer à d'autres personnes qui sont sorties du système scolaire. Donc on voit, j'interpelle Didier, on voit beaucoup d'ateliers collectifs ou d'actions initiées, conduites par des CESF, des RS ou une ES. Le fait de mettre en place des règles de fonctionnement, alors là on est plutôt sur l'enfance, sur la protection de l'enfance, en foyer, etc. Travailler sur les règles de fonctionnement de l'utilisation du téléphone, de la console, les plages horaires, etc. Quelque chose aussi qui est, puisqu'on l'a vu aussi ailleurs, l'utilisation de Google Traduction pour s'adresser à des personnes dont on ne parle pas la langue. Voilà, et ça, donc, alors, initiative perso de la CESF ou de l'AS, totalement en dehors des clous des outils proposés par la collectivité, mais néanmoins totalement efficace dans son travail d'accompagnement. Donc voilà, bon, j'en ai peut-être oublié et je m'en excuse, mais je m'engage à vous mettre ça par écrit, pas à vous envoyer la photo. Voilà, on a des fois des étudiants qui nous envoient des photos et ça, en tant que formateur, c'est pas très sympa. Traduire les sigles. Les sigles, ouais, et je penserai aux sigles. J'en ai utilisé là par B2I. D'accord, j'ai compris. J'avais posé la règle. Ouais, voilà, il faut pas écouter les gens qui parlent. Alors, dans l'idéal, après on est passé dans un deuxième temps en termes de propositions, on est allé un peu plus loin avec des propositions, on a essayé de tracer un monde un peu idéal
notamment les gens qui ici pourraient être en responsabilité et initier des projets. Donc, dans l'idéal, je vous le mettrai aussi par écrit, promis. Alors, PC, ça c'est un jargon personnel, c'est personnes concernées. Mais j'écrirai mieux. Alors, sensibiliser les personnes concernées et les professionnels aux effets du numérique, j'ai parlé des ateliers, avoir le temps de co-construire les outils avec les personnes concernées, avoir du budget pour initier des actions, une formation des travailleurs sociaux plus approfondie sur les questions du numérique, des lieux de médiation. Alors il y a quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi, et je crois qu'on ne l'avait pas bien entendu ce matin, c'est quand on parlait du lien, de conserver le lien social, c'était de conserver le lien entre les personnes qui appartiennent à des administrations différentes. Ça a été, c'est pas mal ressorti sur le fait qu'avant, il y avait un référent technique CAF, par exemple, qui pouvait dépanner le logiciel, et qu'aujourd'hui, comme les personnes concernées n'ont plus d'interlocuteurs, certains travailleurs sociaux n'ont plus d'interlocuteurs au sein des administrations pour être dépannés. Voilà. Donc des lieux de médiation numérique avec les administrations, entre administrations, de la co-construction inter-institutionnelle, des ateliers d'échange des savoirs, dégager du temps, revoir les missions, donc travailler sur les fiches de poste, les fiches de fonction, les espaces de collaboration entre professionnels, développer donc les supports et alors par exemple le porte-vue, les livrets, les guides d'utilisation, mais basés vraiment sur le logiciel et avec une interrogation très forte. Pourquoi est-ce que ça serait au travailleur social de faire le guide d'utilisation d'un logiciel qu'il n'a pas lui-même conçu et dont il ne comprend pas toutes les subtilités? Voilà, donc c'est la voiture balai, le travailleur social, voiture balai. Puisqu'on est dans l'idéal, et finalement au début les étudiants trouvaient que, bon, à quoi ça sert cet exercice, mettre en place un droit effectif à Internet. Puisqu'on est obligé de l'utiliser, demander au pouvoir public de le mettre en place. C'est-à-dire, et vous l'avez évoqué ce matin, le fait d'avoir accès, même peut-être à bas débit, mais un accès à Internet gratuit. Et finalement, alors je le dis, peut-être certains le savent, c'est pas aussi idéal que ça, parce que la ville de Grenoble a mis en place son propre réseau Internet, hors des fournisseurs traditionnels que marchands. Donc un droit effectif Internet ou des aides financières pour la connexion et pour les outils. Recréer du lien entre institutions, je vous l'ai dit, et notamment avec les techniciens. Il semblerait que le poids, le rôle du technicien informatique, quand je dis technicien. Alors, avoir des sites qui fonctionnent, c'est effectivement, alors je sais que c'était même pas l'idéal, ça. Mais on a eu des exemples de, oui, on l'a vu, donc de sites plantés pendant 8 heures. Donc voilà, ça c'est quand même compliqué parce que là. Alors dans les MSAP, avoir des référents, donc des services publics. D'accès. Maison de service au public. On va peut-être commencer par vous envoyer un petit guide. On va mettre des étudiants dessus. Comme ça. Hein? T'es d'accord? Alors, valoriser les personnes concernées et les gens ont rappelé ce que vous avez expliqué ce matin, toutes les peurs. On met la peur, mais la peur de quoi? Donc, vous avez dit la peur d'être ridicule, la peur de faire mal, la peur de ne pas savoir faire, etc. Et donc, qu'il y ait un travail sur l'estime de soi et rassurer les gens. Donc, personnes concernées, usagers, mais aussi les professionnels. Voilà, valoriser tout le monde. Voilà.
Et peut-être donc travailler aussi, alors c'est un autre aspect, mais travailler avec les fabricants, vraiment. Donc on a parlé des informaticiens, des techniciens, des fournisseurs. Voilà, à un moment on a pu échanger sur le fait que certains disaient il n'y a pas de logique sur les plateformes. Et en fait, si, il y a une logique, il y a la logique des fabricants, ou de l'ingénieur informaticien, etc. Mais donc, travailler à ces dépassements de profession. Voilà. Donc, merci au groupe et à vous. Alors, le groupe des cadres qui était ici, et qui à chaque fois prend un peu plus de temps, désolé, sur les expériences qui existent déjà, qui sont menées, qui seraient à valoriser. Alors, au niveau du conseil départemental, il y a un site web qui existe, qui s'appelle Objectif Insertion 66, donc qui a été construit avec des personnes concernées et des professionnels sur les démarches administratives et juridiques. Et il est construit à partir des questions que se posent les professionnels ou que se posent les personnes qui ont affaire aux administrations. Voilà. Et il évolue du coup en fonction des remontées. Il y a également comme initiative qui existe, alors il n'y a pas eu la liste exhaustive puisque la cartographie n'est pas encore faite de façon complète sur les lieux où les personnes pourraient avoir accès à des ordinateurs et avec des personnes qui accompagnent ou pas. Mais du coup, il y a quelques lieux déjà qui sont repérés. Donc les maisons d'accès aux services publics, les fameuses MSAP, là, dans les communes, donc qui sont mis en place par les communes. Il y a des médiathèques aussi qui ont des ordinateurs en libre service, parfois avec accompagnement. Les centres sociaux, qui ont aussi des ordinateurs et qui peuvent accompagner, des imprimantes, etc. Les écrivains publics, une commune, donc là on avait une représentante de la commune de Calestanie qui nous disait qu'il y avait aussi un cyberespace sur leur commune, avec des ordinateurs en accès libre, et un animateur dédié à temps plein. Donc ça c'était pour essayer de repérer des lieux déjà où il y avait cet accès aux ordinateurs et avec un accompagnement qui était proposé. Sur la ville de Narbonne, il y a déjà eu un repérage des lieux d'accès au numérique et il y a un lieu qui s'appelle un point d'information multiservice où il y a également, qui est un lieu privilégié pour la ville de Narbonne sur cette question-là. Donc à Narbonne aussi, il y a un projet qui a juste débuté où une assistante sociale est spécialisée pour pouvoir débloquer des situations compliquées pour des personnes qui ne peuvent plus avoir recours à leurs droits. Et donc, alors, la question n'avait pas forcément été dès le départ, n'était pas partie de la question du numérique, mais cette assistante sociale spécialisée aura aussi du coup de l'accompagnement à faire sur les plateformes numériques avec les personnes qui sont dans ces situations compliquées par rapport à leurs droits. Au niveau de l'IRTS, en partenariat avec le conseil départemental sur le secteur de Thuir, des Aspres, il y a eu un groupe d'étudiants en méthodologie de projet, donc des étudiants de deuxième année, éducateurs spécialisés et assistants de service social, qui ont mené un diagnostic qu'ils ont appelé « Ça clique dans les astres ». Donc justement aussi pour repérer les questions que posait le numérique pour les travailleurs sociaux et pour les personnes, et repérer sur le territoire, il y a des étudiants qui pourront mieux en parler, les lieux d'accès. La CAF, puisqu'il y a quelqu'un de la CAF qui nous a rejoint, nous a dit qu'il y avait des ateliers à l'intention des partenaires pour informer sur les démarches en ligne et des accompagnements où ils pouvaient se rendre à la demande de partenaires sur des territoires pour animer un atelier, animer des temps à l'intention des personnes et les accompagner dans leur démarche. Voilà. Ensuite, la CARSAT disait qu'il y avait déjà eu un travail sur la question de la vulnérabilité par rapport à l'accès aux droits et aux soins des jeunes, et que là, il s'était bien rendu compte que c'était pas parce qu'on était jeune qu'on avait plus de facilité dans l'accès au numérique. Et une question. La CARSAT, le site. Caisse de retraite des...
Voilà. Des temps d'atelier aussi, donc il y a aussi pour les professionnels qui travaillent à la CARSAT, des ateliers d'analyse de pratique où la question justement de jusqu'où on va au niveau du numérique avait pu se poser. Et ils ont également en cours des projets de sensibilisation des jeunes retraités sur les outils numériques. Et là, ce qui est plus nouveau, c'est avec mise en commun l'idée que les professionnels puissent être à la fois en capacité de présenter les outils numériques de la CAF, de la CARSAT et de la CPAM. Caisse primaire d'assurance maladie. C'est les trois, non? C'est les trois, CARSAT, Caisse primaire d'assurance maladie et CAF. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui se faisait déjà et qui était identifié par le groupe. Et dans les pistes, donc il y a des pistes qui sont imminentes, qui ne sont pas forcément juste du rêve. Il y avait l'idée de pouvoir travailler des nouvelles commandes en méthode de projet, donc avec des groupes d'étudiants sur l'année qui vient, à partir d'enjeux qui sont repérés aujourd'hui, et où on pourrait tout à fait avoir plusieurs groupes qui travaillent sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude à partir de questions qui émanent de la journée d'aujourd'hui. Le conseil départemental de l'inclusion sociale, donc c'est une instance qui se met en place et qui a vocation à aborder différents sujets, et notamment la question du numérique, où plusieurs partenaires sont représentés et un collège des personnes concernées sera également mis en place, donc pour pouvoir construire, identifier en commun des questions et des pistes de travail. Parmi les pistes, il y en a déjà une qui est identifiée, c'est la cartographie des lieux où les personnes pourraient avoir accès donc, à des outils numériques, accès à de la réparation, à de l'accompagnement, et comme autre piste de travail au niveau du conseil départemental et de l'inclusion sociale, il y a la préparation d'une charte sur l'accompagnement au numérique par les professionnels. Ensuite, dans les pistes, il y avait aussi créer un module de formation, donc là c'est imminent aussi, c'est une piste qui est déjà au travail. L'idée c'est, il y a la préparation d'un module de formation pour la rentrée 2019 à l'IRTS et dans les différentes écoles sur la question du numérique pour les étudiants et la question de la formation continue qui se pose aussi. Comme autre piste, il y avait la question de la sensibilisation des communes ou des élus. On a parlé ce matin des zones blanches, des zones... et du coup, le fait de pouvoir se mettre en réseau entre acteurs sur des problématiques liées au numérique pour mieux mobiliser les décideurs locaux. Il y avait aussi comme piste qui a résonné par rapport à ce matin sur la question de l'itinérance, de pouvoir avoir un bus qui se déplace sur différents lieux. Donc c'était une piste qui est aussi au travail, alors plus précisément dans les fenouillèdes et sur le secteur d'Illy-sur-Tête. Et ensuite, comme autre piste, il y avait le fait, alors c'est pas forcément quelque chose qui a été abordé ce matin, mais de pouvoir accompagner aussi les familles sur le numérique autour de tout ce qui est utilisé à travers la scolarité des enfants comme outil numérique. Et une question aussi qui s'était posée, c'était, donc là c'est pas une piste, c'est une question, comment accompagner les personnes dans des démarches en ligne quand il s'agit de sites privés. Assurance, banque... Alors, pour un groupe de professionnels, je vais vous le dire par thématique, on a posé des actions en cours ou des projets autour, par exemple, le premier point, c'est sur la question de la gestion des risques liés à Internet, et donc sur le fait que certaines structures fassent intervenir la brigade de prévention d'intervention juvénile pour expliquer la question des réseaux sociaux, que ce soit des personnes accompagnées qui sont en situation de handicap, là c'était le cas,
mais après plus largement à des ados ou autres, c'est-à-dire quels sont les risques d'Internet, d'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux. Voilà, donc on est parti là-dessus dans une discussion avec des établissements qui communiquent donc sur les risques avec des vidéos, par exemple, dont une qui s'appelle Héroïne numérique, sur la question des enfants et des troubles d'apprentissage que peut provoquer la question de l'écran. On s'est dit que tout simplement, des fois, il fallait passer par du sevrage, c'est-à-dire de aussi pouvoir couper d'Internet. Et puis, je parle quand il y a du risque et que voilà, ou qu'il y a une addiction au jeu, etc. Donc, voilà, il y a aussi l'exemple d'une exposition à des vidéos qui est créée mais qui ne s'est pas encore mise en place sur les risques des écrans et plus largement, quoi. Donc ces questions-là, on s'est dit, sur la question de la gestion des risques, ça a amené à se poser la question du réel et du virtuel. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel quand on est dans une interaction? C'est quoi une relation virtuelle, une relation réelle en gros? Quand on a un ami avec qui on communique sur Internet, est-ce que c'est que virtuel ou est-ce que c'est un vrai ami? Voilà, donc on s'est posé aussi des questions de peut-être que c'est pour utiliser les outils et savoir quand est-ce qu'on est face à un risque ou pas. C'est qu'est-ce que le virtuel et qu'est-ce que le réel? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement aussi en train de changer de type de relation? Est-ce que c'est forcément négatif? Bon, voilà, donc ça c'était sur la question des risques. Ensuite, on a parlé des expériences qui ont été faites autour de l'accompagnement de l'accès au numérique, donc avec un espace de ressources numériques qui s'est créé qui est dans de la prévention à la sécurité Internet, donc qui explique comment effacer des fichiers, comment effacer des dossiers qu'on a pu créer, et aussi avec une formation et utilisation du smartphone et avec des recherches de solutions par rapport à la gestion des mots de passe. Voilà, donc on a échangé sur la question des solutions pour la gestion des mots de passe, mais à la carte, parce qu'en fait les groupes sont très hétérogènes à chaque fois et il n'y a pas une solution pour gérer les mots de passe, il n'y a pas une solution pour utiliser son smartphone, hein, donc avec des adaptations régulièrement au groupe. Voilà, est-ce que j'ai pas oublié? Si, j'ai oublié le hashtag senior connecté, hashtag, c'est la fin de la journée. Seniors connectés, donc on n'a pas parlé des seniors aujourd'hui, mais là c'est aussi des accompagnements sur l'utilisation de la tablette pour gérer les comptes. Voilà. Autre expérience qu'on a évoquée, mais qui est plus large, qui n'était pas liée au groupe, c'est l'expérience du coffre-fort numérique qui a été expérimentée sur 6 territoires, c'est-à-dire des coffres-forts que les personnes peuvent alimenter elles-mêmes et aller chercher les données, mais peut-être que Didier pourra vous en parler un peu plus, mais n'a pas forcément fonctionné dans le sens qui était attendu. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai pas nommé tous les établissements, mais c'était plus pour faire un peu sortir les expérimentations. Hein? Non, c'est Morgane le deuxième. Merci. Alors, on est resté dans la journée, on a écrit sur notre tableau Velleda, on avait oublié que ce n'était pas un tableau numérique transposable, donc du coup on a pris une photo de notre tableau que j'ai là et que je vais tenter de déchiffrer. Alors, et bien évidemment, Olivier vous fera une petite synthèse, comme il a promis de le faire, Donc, alors, déjà si je mets un peu de lumière, ce sera mieux. Voilà. Ce qui se fait déjà, donc ça c'était dans un groupe professionnel. Alors, il y a beaucoup de professionnels dans notre groupe qui privilégient le contact téléphonique ou le dossier papier. Donc du coup, hop, on décontourne le numérique pour continuer à faire nos affaires. Les professionnels laissent le choix à la personne d'utiliser ou pas l'outil informatique, d'où le fait de continuer à aussi avoir un dossier papier transposable, et je l'avais très bien expliqué ce matin. Donc ça c'est ce qui se fait d'une manière générale un petit peu dans les institutions. Alors après on avait l'UDAF de Perpignan qui fait des préventions parents-enfants dans les écoles
et notamment dès la maternelle, sur des sensibilisations un petit peu à l'usage des écrans. Et du coup, de ces instants un petit peu d'information par an, en est ressorti un besoin de créer des petits groupes de travaux d'accompagnement, par exemple, pour installer un contrôle parental, des trucs un peu plus pratiques en atelier, voilà, avec des ateliers informatiques qui se sont mis en place. Alors sur Toulouse, il y a des techniciens de la CAF, en fait c'est pas des techniciens, c'est des services civiques, envoyés par la CAF, qui viennent sur les marchés, donc les marchés fruits et légumes, les marchés de quartier, avec des tablettes. Donc ils sont repérables avec une casquette ou un habillage de couleur, voilà, c'est services civiques envoyés par la CAF, où ils sont donc avec leur tablette numérique sur le marché et où les personnes peuvent les interpeller au moment de leur course pour faire des démarches ou accéder à un compte ou voilà. Sur la CAF. Alors, attendez, il faut que je change de... Le tableau était grand. Alors, sur ce qui se fait aussi, c'est qu'il y a un bus itinérant pour certains secteurs isolés, mais je ne sais plus lesquels secteurs. Bon, c'est pas. On a parlé des promeneurs du net. Les promeneurs du net, c'est une initiative qui a été lancée par les CNAF, donc les nationales de la CAF. D'accord ? Du coup, ça s'est expérimenté dans le Nord, ça commence à se généraliser dans les départements. Alors les promeneurs du net, c'est quoi ? C'est des travailleurs sociaux qui appartiennent à une structure, une institution de type Maison des Ados, MJC, Foyer Jeunes Travailleurs, en tout cas en lien avec la problématique de l'adolescence. Et en fait, ils sont sur les réseaux sociaux, donc sur Snapchat, Instagram, Facebook notamment, avec leur casquette promeneur du net, donc ils sont identifiés avec leurs photos, leurs fonctions et l'institution de rattachement. Et en fait, ils sont interpellables mais par les jeunes via ces réseaux-là, Snapchat, Insta, Facebook. En gros, c'est un peu le club de Prèves qui se déplace sur le numérique et c'est vachement bien parce que ça donne une continuité dans l'accompagnement. Ça permet à certains enfants isolés et derrière un écran, du coup, de parler plus facilement et d'interpeller. Alors, il y a des sessions, parce que du coup, il y a eu un peu de débat dans le groupe, faut pas oublier de poser le téléphone, mais en fait, non, c'est dans la semaine de travail, il y a des temps de travail qui sont organisés où ils sont sur l'ordinateur en tant que promeneurs du net. C'est pas à la maison, genre la journée est finie, je sais pas quoi faire, non. C'est dans leurs 30 heures de semaine, de 35 heures, il y a une demi-journée, de demi-journée, etc. Et ils sont tous formés en amont. Les ASH de la semaine dernière ont sorti un numéro spécial sur les promeneurs du net qui devient un nouveau métier de travail social. Donc voilà, on a peut-être des envies de perspective, ça existe. Alors après, il y a eu 2 interventions d'instituts de formation à Toulouse. Alors il y a un projet qui est en train de se mettre en place et qui va se concrétiser en 2020 avec, en co-construction d'ailleurs entre l'école de la Croix-Rouge et Erasme sur les assistants de services sociaux EES. Hein ? Ouais. Donc du coup, c'est un groupe de travail qui a été monté avec des formateurs, des professionnels, des personnes accompagnées, des étudiants et des bénévoles. Donc toutes ces questions-là, donc du coup, ce qu'on a fait un peu ce matin, et ça s'est croisé sur des réunions de travail, pour essayer de construire un module adapté à destination des étudiants en formation d'assistance sociale et d'éducation spécialisée. Il y avait une autre école dans mon groupe, qui est l'Institut Saint-Simon à Toulouse. Et là, du coup, je dis on parce que je fais partie de ce projet-là aussi, on a construit un module, en fait, avec 3 séquences différentes, 3 étapes. Vous voyez que vaut mieux, la prise de risque est moins grande. Alors du coup, dans cette autre école, ce qui se met en place, c'est ces 3 modules, une partie législative, voilà, la législation française,
une partie découverte d'outils et de sites et voilà, de ressources existantes, parce qu'il y en a plein sur Internet. Et après, une mise en pratique avec la création d'outils de prévention, d'accompagnement, de sensibilisation. Et donc tout ça, c'est les étudiants, alors c'est ES, JE, non, ES, et éducateurs spécialisés, c'est tout, et techniques aussi. Alors du coup, après, dans ce qu'on aimerait faire, ou les projets qu'on aimerait développer, ce serait des bornes Wi-Fi au niveau des mairies ou au niveau d'institutions un peu repérées d'accès au droit au public. Développer l'accompagnement des publics et s'appuyer sur ce qui existe déjà. Donc c'est un petit peu l'espèce de carte, la carte qui recense les lieux et les pratiques. Le coffre-fort numérique pour un stockage de documents en ligne. Alors, on a eu aussi une petite discussion sur pour qui le coffre-fort, pour les personnes ou pour les travailleurs sociaux. A priori, c'était un peu plus pour les travailleurs sociaux quand même, dans notre groupe. On a parlé d'utiliser aussi les outils, notamment de la loi du 2 janvier 2002, avec les conseils de vie sociaux donc dans les institutions, les instances de discussion avec les personnes, et la charte des droits et des devoirs de la personne accueillie, parce que du coup, c'est aussi des éléments législatifs qu'on peut utiliser pour mettre en place des espaces de parole, ou en tout cas argumenter aussi des besoins, le besoin du respect de la vie privée, le besoin de l'information, le besoin d'accompagnement. Donc du coup, faire un levier pour interpeller aussi des financeurs ou la mise en pratique. Des actions collectives avec partenaires, autres institutions, ateliers numériques, réutiliser les ressources, j'ai dit, et de mettre dans les mairies, notamment, un poste informatique en accès libre et des outils personnels dédiés. Ah oui, dans chaque mairie, c'est fait. A priori, il y a une petite commune qui l'a fait dans le coin avec un poste dedans et un espace Wi-Fi devant avec des bancs et tout, où les gens, du coup, viennent à côté de la mairie pour se connecter. Voilà, j'oublie rien. Ça va ? Moi, c'est Eliette parmi les personnes concernées. Voilà. Alors, excusez-moi, mais je vais présenter dans le désordre parce que je n'ai pas l'habitude de ça. Donc, ce qui est ressorti en premier, c'est qu'il fallait des lieux de proximité pour l'accès donc au numérique, à Internet. Et donc la première chose qui nous est ressortie, c'était de mettre en place une maison. Alors on a discuté sur quelle forme de maison. Donc une maison ouverte, mais qui serait pas destinée uniquement à ça, qui attirerait les personnes. Bon, ça on en parlera après, mais par d'autres choses qui se passeraient dans cette maison. C'est-à-dire on l'explique après la fête. Donc le but principal, c'est d'abord de repérer les vrais besoins des personnes. Et donc pour ça, il faut vraiment écouter les personnes. Ensuite, se poser la question si la personne veut vraiment apprendre à utiliser l'ordinateur, parce qu'il a été dit qu'il y en a qui sont réfractaires et qui de toute façon ne voudront pas. Et pour ceux donc qui le voudraient, mettre en place une formation et un accompagnement donc pour ça. Donc si la personne ne veut pas, il y aurait des personnes qui feraient avec elle les démarches, si elles avaient besoin de faire des démarches auprès des administrations. Donc les personnes qui ne veulent pas ça, elles auraient quand même quelqu'un qui les aiderait pour les démarches. Donc dans ce lieu, que les gens aient envie de venir, il faudrait que ça soit un accueil chaleureux et aussi qu'il y ait un espace, toujours quand il y a des démarches à faire auprès des administrations, où ça puisse se faire dans la confidentialité. Ça avait déjà été dit. Et c'est un point qui est ressorti qui était important. Donc oui, c'est un espace où on peut parler sans être écouté. Aussi, pour revenir sur le problème de papier ou pas, avoir à disposition dans le lieu une imprimante, pour qu'une fois les démarches faites par informatique,
qu'on puisse imprimer les documents. Et donc il a été fait référence à un projet en cours existant là, sur Perpignan, qui s'appelle la Cyberbodega, c'est un lieu qui s'appelle comme ça, qui est 6 rue de l'Avenir à Perpignan, et où certaines personnes travaillent sur un projet justement d'utilisation de cet espace pour l'accueil avec informatique, formation pour l'utiliser, mais aussi pareil pour avoir accès aux administrations si besoin. Alors après, donc dans la deuxième partie, on a essayé du coup de travailler, ça c'est dans le cas où les gens viendraient dans cette maison. La deuxième possibilité, c'était des gens qui ne viendraient pas d'elles-mêmes. Donc on a évoqué des possibilités de faire des stands à l'extérieur, ça a été dit, je vois dans d'autres groupes, avec des ordinateurs et aussi peut-être d'autres activités qui attireraient les personnes. Ça pourrait être des activités festives aussi, enfin des activités, des moments festifs on va dire. Parce que des personnes qui sont à la rue ou même d'autres ne viendraient pas forcément d'emblée ou n'auraient pas envie ou auraient peur de venir si c'était juste une institution ou quelqu'un qui mettrait en place un service d'accès à l'informatique. Et donc dans ces stands ou lieux, enfin si on a dit que ça serait ouvert sur des places publiques plutôt, on mettrait qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui. C'était pour donc de faire ces espèces de stands. C'était pour avoir des premiers contacts donc du coup avec ces personnes qui ne sont pas forcément motivées pour revenir à la maison ouverte. Et par ces contacts qui pourraient être faits à plusieurs reprises, pas forcément en une seule fois, ça pourrait donner envie aux personnes de venir là. Parce qu'il a bien été dit que certaines personnes sont un peu craintives ou n'ont pas envie de venir, si on leur demande d'emblée de venir dans des lieux comme ça, elles ne savent pas trop ce que ça peut être et ça peut les intimider, etc. Alors, mettre en place... qu'est-ce que c'est par exemple ? Oui, donc, du coup, pour attirer, toujours pareil, que ça soit aussi bien là sur ces lieux extérieurs que dans la maison ouverte, il y aurait des activités qui pourraient être proposées, comme des activités pour les enfants, une braderie, des ateliers cuisine, coiffure, etc. Voilà, ça peut être varié, quoi. Et du coup, les gens viendraient aussi pour ça. Et oui, et du coup, s'ils venaient pour ces autres activités, ça pourrait petit à petit, ils auraient un peu moins peur d'aller vers ce secteur de l'informatique qui peuvent leur faire peur au départ, puisqu'ils verraient peut-être d'autres personnes qui le font, etc. Alors après... Oui, donc là, on parlait de qui serait à l'intérieur de ces maisons-là pour, entre guillemets, accueillir. Non, c'était pour faire l'information. Pour faire l'information. Pour faire l'information. Oui. Ah non, oui, ça c'était pour faire l'information dans les lieux extérieurs pour que les gens aient envie de venir. Il y aurait ce qu'on a appelé des ambassadeurs. Et qui parlerait donc de ce qui se passe dans la maison pour donner envie d'y venir. Pour communiquer sur la maison ouverte. Après, bon là maintenant on passe à autre chose, c'était est-ce qu'on a le droit d'avoir, est-ce qu'on a l'obligation d'avoir une adresse mail? Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie. Et on leur impose ça, les administrations, enfin ils ont dit qu'on leur impose ça, et même ceux qui arrivent parfois à s'en créer une, ils n'y ont pas accès après, ou ils ne savent plus s'en servir,
Et donc, il a été dit que ça serait bien de pouvoir continuer à avoir quand même les services traditionnels sans être obligé de passer par une boîte mail, ce qui est pas toujours le cas. Et donc, on disait aussi que pour essayer d'obtenir ça, il faudrait que systématiquement les gens qui vont dans les administrations, même si ce n'est pas toujours le cas, qu'on demande à chaque fois à voir les documents papier. Même pour ceux qui ont accès à Internet, pour que ça soit remonté régulièrement et que peut-être petit à petit on obtiendrait à ce que ça soit plus souvent, que ça se fasse comme ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est bon. Voilà, donc, c'est bon, merci. Donc, commentaires, réactions, mise en perspective, Morgane pour commencer, puis Didier ensuite. Alors, pour réagir un peu à ce qui a été dit cet après-midi, j'ai des petites bulles qui me sont apparues au fur et à mesure qu'il y avait l'institution, des petites bulles un peu pratico-pratiques que j'ai envie de partager avec vous en fait, sur ce thème-là. On a beaucoup parlé des espaces d'accès Wi-Fi gratuits dans les espaces Wi-Fi publics. Alors je tiens à attirer votre attention en termes de sécurité sur les Wi-Fi publics. Attention, vous pouvez les utiliser sans problème, mais je vous conseille de récupérer la vraie adresse Wi-Fi publique. Alors quand c'est chez McDo, vous la prenez en photo, vous la notez, j'en sais rien. Quand c'est à la mairie, c'est de demander la vraie adresse Wi-Fi en fait mairie. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les pirates informatiques, ils existent, hein, ils sont pas sur un bateau, ils sont à côté de nous. Et en fait, ils s'installent dans les mêmes espaces publics que nous. Et ils créent des faux réseaux Wi-Fi publics. Et en fait, ils ont la technicité, eux, de faire arriver leur réseau en tête de liste de propositions. Il y a un envoyé spécial qui avait été fait là-dessus en 2017. Alors, il faudra aller chercher dans les podcasts d'envoyé spécial. 2017 ou 2018, je crois que c'est 2017. En fait, je vous donne un exemple. On est à Perpignan, il y a la gare de Perpignan et vous avez allé avoir Wi-Fi gare-du-6 Perpignan. D'accord ? Ça, c'est l'adresse officielle. Un hacker va partir sur la même adresse, Wi-Fi gare-du-8 Perpignan. Donc en fait, vos yeux vont lire les informations qu'on vous a données, alors qu'il y a juste une petite technicité entre le tiré du 6 et le 8, et votre œil ne va pas voir ça, parce que le cerveau, il voit l'information qu'il cherche. Le hacker va mettre cette adresse Wi-Fi en premier, vous allez vous connecter gratuitement, et en fait, tout l'usage qui va être fait avec cette adresse Wi-Fi, vos données seront captées. Donc faites très attention à ces Wi-Fi publics, parce que c'est une aubaine pour tous les cybercriminels. Et c'est très facile à faire. Donc vérifiez bien les outils et les personnes que vous accompagnez, faites diffuser cette information de bien vérifier l'adresse du Wi-Fi qu'on vous donne. Ça, c'était le premier petit point de vigilance que je voulais partager. On a parlé d'accès un peu au début, comment on a accès et tout ça par la connexion. Alors il y a beaucoup d'assistantes de services sociaux, c'est même mieux, dans la salle. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le dispositif FSL, qui est le Fonds Solidarité Logement. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication du dispositif, mais dans ce dispositif, il y a le FSL maintien, c'est-à-dire le maintien des droits dans le logement, c'est-à-dire le maintien d'un minimum d'électricité quand on est en défaut de facture de paiement, le maintien du gaz quand on est en défaut de paiement aussi. Sachez qu'il y a la loi sur la République numérique, qui est toute récente, hein, qui date de l'année dernière. Elle a intégré le maintien de la connexion Internet dans le FSL. Donc voilà, les assistants de services sociaux, quand une personne vient vous voir en disant ils m'ont coupé ou ils me menacent de couper Internet, mais du coup je peux plus faire mes démarches, je peux plus appeler, je peux plus si. Vous pouvez faire appel au FSL maintien, parce que la loi vous le permet aujourd'hui.
Oui, au même titre comme vous faites pour le maintien de l'électricité, de l'énergie et tout ça. Donc en fait, la personne aura un débit réduit, comme pour l'électricité, hein, quand il y a un débit électrique garanti, on ne peut pas mettre le micro-ondes, la machine à laver, parce que sinon les plombs sautent. Mais il y a une garantie minimum d'accès. Donc l'accès Internet est rentré dans les droits du FSL maintien. Ça c'est bon à savoir. Vous avez été beaucoup à parler des mots de passe et de la gestion des mots de passe. Alors, est-ce qu'on les note sur une petite carte, format carte de visite, et on se la garde? Si on perd la carte, on est un peu emmerdé. Est-ce qu'on la note dans les dossiers et on donne, pareil, donc cette fiche et tout ça? Vous avez peut-être entendu parler des gestionnaires de mots de passe. Donc, des gestionnaires de mots de passe sont des petits logiciels créés pour que vous puissiez rentrer tous vos mots de passe dedans et les avoir un peu au même endroit. Alors, vous allez me dire, mais attends, si c'est en plus en numérique, aucune sécurité. Oui, pour certains fabricants qui n'ont que comme obsession de capter vos données et de les revendre à leurs partenaires, il existe tout un monde en fait qui s'appelle le monde des logiciels libres. Et je pense qu'il va falloir que nos professions se penchent beaucoup là-dessus, parce qu'on est aujourd'hui gouverné par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En fait, ces 5 géants d'Internet contrôlent nos vies et contrôlent nos données personnelles. Là, je m'adresse un peu plus au cadre. Vous n'êtes pas sans savoir que la législation en termes de données personnelles a changé avec la mise en place du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui est un règlement européen et qui est très très strict sur l'utilisation et l'usage des données et la protection des données. Donc du coup, utiliser des services GAFAM, Gmail, OneDrive, tout ça, c'est... Non, quoi. Posez-vous cette question-là, parce que vous partez héberger des données dans une législation américaine. Donc, il existe des outils français ou européens qui sont tout à fait utilisables et à recommander vivement. Alors, tous ces petits outils-là un peu techniques, vous les trouverez sur le site Framasoft. Framasoft, c'est une association en fait d'acteurs libres et de terrain, issus de l'éducation populaire, donc tous bénévoles. Et en fait, ils ont créé un programme, se dégoogliser d'Internet, qui est excellent, parce que c'est aussi se poser la question aussi de qu'est-ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise et tout ça. On nous donnera toujours des applis, des produits faciles à utiliser, de plus en plus faciles, voilà. Mais qu'est-ce qui se cache derrière, c'est une autre histoire. Donc Framasoft a développé toute une librairie qui s'appelle Frama Libre sur leur site. Et en fait, vous notez votre logiciel que vous utilisez habituellement et il vous propose son homologue en logiciel libre. Par exemple, vous utilisez Doodle pour créer des rendez-vous, des rencontres, des réunions et tout ça. Eh bien, il y a l'équivalent qui s'appelle Framadate, qui fonctionne de la même manière, mais qui ne conserve aucune donnée. Donc voilà, Framasoft, c'est le site de référence du libre. Voilà. Et je reviens sur les mots de passe, du coup. Il y a un petit logiciel, du coup, qui s'appelle KeePass, K-E-E, plus loin, P-A-S-S, qui est un gestionnaire de mots de passe en logiciel libre. Donc en fait, c'est un petit endroit où vous allez pouvoir stocker vos mots de passe, ça va être crypté, chiffré, et vous aurez une clé d'activation en fait, et tant que vous ne déclenchez pas cette clé d'activation, on n'a pas accès à vos mots de passe. Ça peut être géré sur un ordinateur et ça peut être aussi géré dans une clé USB. Du coup, plutôt que d'avoir une carte avec tous vos mots de passe dessus et que vous pouvez perdre cette carte, si vous perdez votre clé USB où il y a vos mots de passe, ils sont cryptés, ils sont chiffrés, ils sont protégés. Donc il y a beaucoup moins de risques, par exemple, d'utiliser ce type de choses. Et KeePass est un logiciel libre, donc qui n'utilise pas et qui ne revend pas vos données personnelles. Et puis voilà, c'est stocké en France. C'est gratuit. Ouais, et il y a une application. Voilà, dans les petits trucs. Alors il y a Internet sans crainte, c'est un site, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais Internet sans crainte est un site qui propose plein d'espaces pour les parents, les enfants, les travailleurs sociaux, avec des outils, des ateliers clés en main, plein de choses géniaux. Et en allant sur Internet sans crainte, du coup, vous aurez le choix avec plein d'autres sites qui amènent à ça, Net Écoute, e-enfance, voilà. Il existe plein de choses, mais du coup, je vous donne le général, parce que si je devais tous les décliner, ce serait compliqué. Il y a le gouvernement qui a mis aussi un super kit, je parlais du kit de la CNIL ce matin, le kit de sensibilisation sur la cybermalveillance.
avec des fiches pratiques, pareil, techniques. Il est super bien fait. Donc là, il y a le premier volet qui est sorti à l'hiver dernier. Il y a le deuxième volet qui va arriver. Dans le premier volet, on retrouve des fiches sur les arnaques Internet. Vous en parliez ce matin, j'ai gagné un iPhone, j'ai gagné ça. Donc qu'est-ce que c'est, comment se protéger? Les attaques mail ou ce qu'on appelle aujourd'hui les ransomware. C'est-à-dire votre ordinateur se fige et vous avez un message d'alerte qui arrive et qui vous demande de payer quelque chose, 100, 150 € pour débloquer votre ordinateur. Donc voilà, il y a des fiches techniques de sensibilisation et d'accompagnement à ça. Elles sont super bien faites. Protéger son appareil mobile, gérer ses mots de passe, apprendre à séparer sa vie personnelle et sa vie professionnelle et ses usages d'appareil. Ça aussi c'est important, mais bon, je ne vais pas trop débattre là-dessus. Et après, il y a dans ce site-là, voilà, je suis victime d'une cybermenace ou d'un cyberharcèlement, je suis prestataire ou j'ai besoin des kits. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur ce genre d'outils. Et il y a le site de l'inclusion numérique aussi du gouvernement qui crée des fiches plutôt pas mal dans ce sens. Cybermalveillance.gouv. Donc je pourrais en décliner des tonnes et des tonnes, mais je passe la parole à Didier. Tu feras une fiche, mais pas plus d'une page. Hein? Ouais, une fiche, mais pas plus d'une page. Je pourrais faire une fiche, après ce sera dans le livre qui sort en septembre. Bien, on a du boulot, hein. Il y a du pain sur la planche. Hein. Alors moi je voulais vous parler d'abord de vous donner quelques informations sur ce qui se joue actuellement. La stratégie de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire pilotée par Olivier Noblecourt, nous a demandé donc au groupe, non pas au groupe numérique, au HETS, de faire des propositions sur la formation continue des travailleurs sociaux dans le cadre du numérique. Mais, attention, formation continue, donc travailleurs sociaux en activité, pas pour les étudiants, les étudiants vous allez vous débrouiller, centre de formation, mais des formations courtes quand même, parce que ça coûte, hein, donc ça sera pas plus de 2 ou 3 jours. Donc on va plancher là actuellement sur quels sont les fondamentaux, les choses importantes à transmettre pour permettre aux travailleurs sociaux je dirais, de prendre en compte, c'est pas de prendre en charge, mais de prendre en compte cette problématique sans forcément devenir des experts du numérique. Le but n'est pas d'être des experts, hein, enfin, on est bien d'accord, c'est d'abord de pouvoir sensibiliser, informer, alerter et travailler en partenariat. Alors, comment travailler et quelles sont les limites entre le travail social finalement, puisque je parlais tout à l'heure de la voiture balai, vous savez, dès que c'est pas géré par quelqu'un, allez voir l'assistante sociale, elle va vous régler votre problème. Oui, d'accord, mais en fait, donc ce sentiment qu'on a d'être les derniers à intervenir quand plus personne ne vous trouve de solution. Eh bien, on a travaillé sur une fiche technique qui s'appelle « Quelles articulations entre travail social, médiation sociale et médiation numérique ». Alors cette fiche, elle est comme elle est, on a travaillé avec différents acteurs. Alors effectivement, dans certains endroits, dans des zones rurales par exemple, les médiateurs numériques, il n'y en a pas, les médiateurs sociaux, il n'y en a pas, il y a que des travailleurs sociaux, et encore, quelquefois, il n'y en a pas non plus. Donc en fait, on a essayé de travailler aussi avec le bénévolat, et donc on a essayé de retraduire les frontières de travail de chacun. Ce que l'on dit sur les travailleurs sociaux, c'est que les travailleurs sociaux ont des missions spécifiques, non partagées. Elles concernent l'accompagnement et l'accès aux droits, demandant d'avoir recours à une évaluation sociale. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un écrit professionnel qui va permettre de demander l'accès aux droits. Je pense par exemple, les femmes victimes de violences par rapport à l'accès à un logement, elles ont un traitement spécifique, elles deviennent prioritaires, mais aussi parce qu'il y a un accompagnement social à côté. Bon ben là, ça fait partie du job des travailleurs sociaux. L'axe, les missions, nous avons des missions qui nous sont propres et qui ne seront pas partagées par les médiateurs sociaux ou par d'autres professionnels. Les missions qui sont partagées entre travailleurs sociaux et secrétariats administratifs, parce que les secrétaires quand même, dans les CCAS, elles sont en première ligne, et elles ont une place à prendre, les secrétariats administratifs. Ils sont alors, on est aussi pour les travailleurs sociaux dans l'accueil et l'évaluation d'une situation, ce qui est différent de l'écoute et de l'évaluation d'une demande. La demande, c'est à l'accueil. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on parte de ce que nous disent les personnes. C'est pas la peine d'aller nous inventer des trucs. Les personnes qui viennent prendre rendez-vous, elles viennent nous demander, elles ont un problème. Elles ne viennent pas quand elles n'ont pas de problème, généralement.
On a remarqué ça, donc finalement, bon, donc elles ont un problème, elles viennent nous expliquer, et nous, ce que l'on doit savoir faire, c'est savoir soit répondre rapidement, soit se dire, oh là là, ça va prendre du temps, donc je vous donne un rendez-vous, et donc là, on va prendre le temps de voir ça ensemble, soit de réorienter, parce que ce n'est pas votre job, et vous n'êtes pas dans la situation, c'est de pouvoir distinguer les différentes places de chacun. Donc, on va avoir soit une réorientation, et donc les secrétariats, on leur demande surtout d'être dans l'évaluation de la demande et de bien positionner les personnes, enfin de répondre à la demande des personnes de façon cohérente. Alors, nous avons des tâches communes, et puis après, on a défini ce que fait le médiateur social, ce que fait le médiateur numérique, voire ce que fait le bénévole. Mais tout le monde ne fait pas tout. Alors, c'est vrai que tout le monde est confronté au même problème. Les bénévoles parlent aussi des problèmes concernant les mots de passe, par exemple. Donc là, on a aussi à travailler ces questions-là. Donc on a fabriqué une fiche qui permet déjà de mieux, et que vous allez pouvoir partir avec, qui permet de mieux articuler la place et le rôle de chacun. Pour dire que les travailleurs sociaux ne porteront pas seuls la problématique numérique, car c'est impossible. Et donc on ne va pas les mettre encore une fois devant une tâche impossible, même s'il s'agit l'accès au droit, ça peut être aussi quelque chose de géré. D'ailleurs, énormément d'aidants familiaux, les pères par exemple aussi, peuvent aider à l'accès au droit. On n'a pas le monopole de l'accès au droit. Et donc si l'accès au droit est important, il faut savoir que ce sont des tâches qui sont partagées. Et les pères PAIRS, voilà, sont aussi des personnes qui vont aider à accéder au droit. Ce que nous disent également les personnes accompagnées, alors je parle un petit peu devant vous, c'est disent on veut l'accès au droit effectif. C'est ce que me disait un collègue. Un collègue me dit, moi j'accompagne jusqu'à la commande, mais je vais quand même vérifier si le truc il est bien activé. Parce que c'est pas une fois que qu'on a cliqué ensemble, ou quand même c'est plutôt la personne qui clique sur valider pour la demande, de savoir ce que la demande devient et est-ce que finalement le droit il est activé. Parce qu'énormément de bugs ou de systèmes font que le droit n'est pas activé. Et donc nous avons un c'est sur le aller vers, c'est en train de revenir en force là, et comme le la co-construction, la co-éducation, la co-évaluation. J'étais à Biarritz sur la co-éducation, on m'a interrogé sur ces questions-là, l'éthique et la co-éducation. Bon, tout le monde fait du covoiturage, co-jardinage, co-éducation, co-évaluation, enfin bref, on est tous dans le co. Et puis j'ai commencé à gratter, à regarder ce que ça voulait dire, c'est faire avec, hein, tout simplement. Et bien finalement, accompagner, c'est-à-dire la racine du mot, c'est partager le pain, être ensemble. Ben, finalement, on a mis un mot nouveau pour des choses qui existaient déjà et sur lesquelles il faut peut-être revenir aux sources du travail. Accompagner, c'est partager le pain avec. C'est-à-dire ce n'est pas suivre, être derrière, ce n'est pas piloter quelqu'un, c'est vraiment être dans quelque chose qui est de l'ordre du partage. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du partage quand on parle. Donc, réactivons la question de l'accompagnement, retravaillons sur ces questions-là. Voilà. 2 mots sur la question du coffre-fort numérique. Alors, c'est pas 6 CCAS ou 10, c'est 16 CCAS qui ont expérimenté. Alors, si vous allez sur le site du ministère, je me suis permis d'aller voir, et là, je vais rigoler parce que il est écrit il faudrait quand même améliorer le système. Enfin, tout est au conditionnel, du genre pour bien montrer qu'ils ne sont pas eux-mêmes convaincus. On se rend compte que finalement, il y a quand même des petits soucis. Ce qui se passe, en fait, c'est que d'abord, derrière, il y a des marchands. Il y a des services privés qui sont en veille parce qu'ils veulent vendre des systèmes coffre-fort numériques aux collectivités territoriales. Donc, il y a un gros marché derrière ça. D'ailleurs, le groupe SOS a mis en place systématiquement des coffres-forts numériques pour toutes les personnes accompagnées. Et derrière, il y a du business. Et puis, il y a une demande de subvention au niveau national, enfin bref. Voilà. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que finalement, les personnes vont stocker les pièces d'identité. Il y avait 2 fonctions principales qui étaient sollicitées. La première fonction, c'était garder les pièces d'identité pour ne pas les perdre. Quand on est à la rue, on connaît bien le problème. Et le deuxième élément, c'était activer les droits en utilisant les outils et garder le double des demandes, enfin toutes ces questions-là. Ce que l'on sait, c'est que ce sont principalement les travailleurs sociaux qui les utilisent et que les personnes ne reviennent pas forcément pour les utiliser. Donc c'est plutôt rassurant pour les travailleurs sociaux, mais finalement les personnes accompagnées ne s'en sont pas véritablement saisies dans leur pratique parce que c'est pas du papier, ça reste virtuel, et donc quand c'est virtuel, on a beaucoup de mal à utiliser quelque chose qui est de l'ordre que l'on ne touche pas, que l'on tient une carte d'identité, on la tient, voilà. Et le deuxième aspect n'a quasiment pas été utilisé. Donc vous avez sur Internet, vous pouvez retrouver, j'ai
éteint un truc, voilà, un document plutôt bien fait qui s'appelle Expérimentation du coffre-fort numérique, bilan final décembre 2017, vous le trouverez sur le site de l'Union nationale des CCAS. Et dans ce document, alors ça s'affiche un peu lentement, le coffre-fort numérique, un outil considéré comme utile, mais aux usages restreints. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ceux qui ont expérimenté, disent que finalement ça aurait pu être mieux, quoi. Donc en fait, il faut qu'on fasse attention quand on part sur des outils, parce que, alors c'est bien parce que c'est expérimenté, et là il se rend compte que c'est mitigé. Et donc le document final vous explique qu'est-ce qui pourrait être utile théoriquement avec ce coffre-fort. Mais très concrètement, pratiquement, malheureusement, si tout le monde trouve que c'est une belle idée, eh bien on se rend compte qu'il est moins utilisé que ce que l'on pouvait l'espérer. Donc est-ce qu'il faut le jeter pour autant? Non, peut-être pas. Mais il faut l'utiliser avec, je dirais, raison, quoi. Il ne faut pas à tout prix créer un coffre-fort pour quelqu'un qui n'en a pas envie. Enfin, je veux dire, c'est bon, on peut, voilà. Donc, il y a certains outils numériques, vous savez, le numérique, ça avance tellement vite que à peine vous allez avoir créé un truc, il va y avoir, par exemple, on est en train de nous expliquer que la notion de mot de passe allait disparaître et qu'on va avoir des nouvelles formules pour protéger les données biométriques avec, bon, moi je sais que le doigt, là, derrière mon smartphone, je mets mon doigt, puis hop, je fais la reconnaissance, ça. Alors je sais pas où est partie mon empreinte, en fait, bon, voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'on sera toujours en retard. Mais le but, c'est pas d'être derrière en train de courir. Le but, c'est de répondre aux demandes des personnes. Et donc, recentrons-nous sur le problème des personnes et non pas sur les miracles que vont nous apporter le numérique, même si c'est super. Parce que le numérique, c'est quand même extrêmement attractif. C'est vachement agréable, c'est très agréable. Et puis, quand on est devant son écran, et on a le sentiment... Et puis, c'est vrai, on a accès à l'info, on a accès à des choses... Mais non, mais nous, notre boulot, la distinction entre les travailleurs sociaux et le numérique, il y a quand même une sacrée distinction. Par exemple, les fake news, les infos fausses, se développent sur le numérique. Les travailleurs sociaux, ils aiment bien les infos vérifiées et vraies. L'accélération du temps, c'est le numérique. Les travailleurs sociaux, ils veulent qu'on prenne le temps, qu'on réfléchisse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des aspects du numérique qui vont à l'encontre même de la pratique professionnelle. Donc il faut quand même être vigilant à ne pas se laisser embarquer par une logique séduisante et qui en même temps nous fait perdre le sens de notre travail. Ce qui est important, et ça a été dit ce matin, ça a été dit cet après-midi, c'est le besoin d'écoute. Parce que quand même, c'est pareil pour les médecins. Vous allez à une consultation de médecin, si votre médecin est tout le temps devant son ordinateur pendant que vous êtes en train de lui expliquer que vous avez mal, vous allez être un peu agacé. Alors on peut comprendre que des personnes accompagnées sont un petit peu agacées si l'assistante sociale ou le travailleur social est en train de taper pendant qu'on lui parle. Donc nous, ce qu'on préconise, enfin au niveau de l'association, enfin de la NAS, on avait préconisé que l'ordinateur, on le met de côté, on est avec la personne et quand on y est complètement. Et ensuite, c'est bien, vous voyez, le numérique, c'est plein de choses. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que nous avons des pratiques, il faut garder raison, utiliser ce qui est utile, et vous savez bien ce qui est secondaire de ce qui est essentiel. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun doute sur les compétences, les capacités des travailleurs sociaux pour savoir se recentrer sur l'essentiel. Vous aurez toujours des techno-fous, entre guillemets, qui vont vouloir faire plein de trucs et plus que plus. Bon, allons vers la techno-raison, le raisonnable, le faisable. Et puis, non, pas de technophobie non plus, c'est-à-dire c'est pas en rejetant que l'on va avancer là-dessus. Alors, je voudrais terminer avec la question de la transition de l'avis de 12 pages que nous avons fourni. Si vous le présentez tout simplement, je peux. C'est pourquoi et comment les travailleurs sociaux se saisissent du numérique. On avait écrit au départ pourquoi ils doivent se saisir, puis on s'est rendu compte qu'ils s'en sont déjà saisis. Donc c'est pas la peine qu'on nous donne la leçon, et regardons les bonnes pratiques. Parce qu'il y a plein de travailleurs sociaux qui ont des pratiques déjà réfléchies et posées. Par exemple, j'ai rencontré un groupe d'assistantes sociales dans un centre médico-social qu'on appelle aujourd'hui EDS, ça change de mot, mais c'est toujours la même chose. Et en fait, elles ont eu des mésaventures avec les mails qui sont partis, qui ont été utilisés elles ont complètement modifié leur truc. Par exemple, elles refusent de donner des informations par mail, elles vont décrocher leur téléphone, soit faire un rapport, rédiger un rapport, le rapport ils peuvent donner à la personne, on est dans un écrit officiel, entre guillemets, officiel, voilà, et elles refusent que les informations concernant les personnes partent dans tous les sens à travers les mails qu'elles envoient, parce qu'elles n'ont aucune garantie
de qui va l'utiliser. Voilà, j'écris à Pierre, puis c'est Paul qui reçoit, et après on découvre que c'est... Voilà. Donc du coup, je veux dire par là que les professionnels ont déjà réfléchi et se sont déjà posés pour déjà avoir des pratiques, et repérons-les. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde, c'est certains, il y en a qui sont plus pointus sur ces questions-là. Faisons-nous confiance et allons voir les collègues sur ces questions, ceux qui ont déjà travaillé ces questions-là. Demandons l'avis des personnes, parce qu'elles ont les solutions généralement, et elles nous disent aussi vers quoi il faut qu'on évite d'aller. Ce que demandent les personnes, tel que ça nous est remonté au niveau du HETS, c'est d'abord qu'on les écoute, qu'on tienne compte de leurs paroles, parce que écouter, ça c'est la participation. Vous participez, je donne mon avis, mais je fais ce que je veux derrière. Ça, c'est pas ça. La participation, le faire ensemble, c'est aller jusqu'au bout du choix ensemble. Et non pas se limiter à je vous ai écouté, maintenant vous allez m'écouter, ça va être comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais voilà. Je vous dis, moi je dis des bêtises, hein, voilà. Je m'emporte. Ouais, voilà. Alors, pourquoi et comment les travailleurs sociaux se saisissent du numérique? La première chose, alors on a parlé de transition numérique. Olivier nous dit, tu dirais très fort, très justement, c'est une transition qui commence à durer, c'est plus de la transition, là on est dans quelque chose qui dure et dure et dure, et qui en fait nous impacte tous. Ce que l'on dit d'une manière, c'est que ce changement, cette arrivée du numérique est un vrai enjeu pour le travail social, pour les travailleurs sociaux. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et si on fait comme si ça n'existait pas, le propre du travail social, c'est d'être en phase avec le réel. Le réel, c'est ce que vivent les personnes. Et ce que vivent les personnes, c'est qu'elles se ramassent le numérique dans la figure, elles n'ont rien demandé et on les a mis dans cette situation-là. Donc l'idée, c'est que rien que pour ça, on justifie le fait que c'est important que les professionnels se saisissent de cette question. Et quand nous nous saisissons d'une question comme celle-là, nous allons la saisir avec notre propre capacité d'analyse. Nous n'allons pas écouter les gourous de Facebook et compagnie pour nous expliquer que le monde est merveilleux. On va réfléchir de façon posée sur comment on va utiliser le numérique de façon utile et efficace. Si le truc n'est pas utile, c'est pas la peine qu'on perde notre temps sur ces questions-là. Voilà. Donc en fait, on dit que le travail social, que la transition numérique est un enjeu pour le travail social, que ça impacte les pratiques professionnelles, mais ça impacte aussi les organisations de travail. Et regardons un peu comment ça impacte ces organisations de travail. Parce que quand même, il y a des façons de travailler aujourd'hui qui ne sont plus du tout les mêmes, avec des réponses immédiates, avec le manque de temps. Je pense à ces collègues qui disent maintenant, dès qu'on reçoit un mail qui concerne une situation, on décroche au téléphone, on appelle la personne qui a envoyé le mail et on discute. Et on se parle. Parce qu'on est dans une société où les gens se parlent de moins en moins. Et maintenant, j'ai même vu des extrêmes où, dans un même lieu, de bureau en bureau, on s'envoie des mails. Non, mais je me tape la tête, là. Mais c'est vrai. Voilà, donc... alors moi, je veux bien, si c'est pour qui va manger dans quel resto le midi et quand est-ce qu'on fait une pause, mais pas sur les situations, c'est pas possible. C'est pas possible. Le deuxième axe que l'on dit, c'est attention, le numérique peut amplifier... Je crois qu'il amplifie, mais on a fait attention à la façon dont on a écrit, amplifie le risque de non-recours au droit. C'est vrai qu'on est vite dégoûté quand on s'est tapé... Vous savez, on avait fait des tests sur le RSA. Vous aviez le RSA et la demande de SCMU. La demande de RSA était simple en numérique, sur le site de la CAF. Puis derrière, il y a la demande de CMU, on vous posait plein de questions un peu bizarres sur est-ce que vous avez une mutuelle privée, laquelle, machin, est-ce que vous avez déjà eu. Et qu'est-ce que faisaient les personnes? Les personnes, elles remplissaient la demande de RSA, elles filaient sur la demande de CMU, elles abandonnaient la demande de CMU. Ah ben pas de bol, l'arrêt de la demande de CMU faisait arrêter la demande de RSA. Au lieu d'avoir séparé les deux demandes, ils les avaient mises ensemble, et donc du coup, c'est les travailleurs sociaux qui nous ont dit ça marche pas votre truc là. Donc on a été remonté pour leur dire décrocher la demande de CMU du RSA, qu'au moins le RSA déclenche. Donc voilà. Donc vous voyez, l'outil est en fait un outil qui a été pensé, qui n'a pas été pensé par vous. Donc vous connaissez toutes les petites finesses de tricotage qu'il y a dans les situations particulières, et comme ça a été pensé sur des grands comptes, finalement ça marche très bien pour 80%, 90%, peut-être, mais 10% c'est plusieurs millions de personnes, c'est 6 millions de personnes, 10% de la population. Donc du coup, quand il y a une erreur de la CAF, quand il y a un bug, ça va toucher 300 000 personnes d'un coup, hein, simplement une erreur logicielle. Les DTR ne sont pas arrivés, or en fait c'est tout simplement parce qu'il y a eu un bug. Et donc du coup, les gens qui ont envoyé leur DTR ne comprennent pas pourquoi, le RSA suspendu, enfin bon bref, on a eu des incidents, et souvent on apprend que ces incidents après coup.
on apprend ça 3 mois après, ou 2 mois après. Là, par exemple, vous savez que la mise en place non pas de la CMU, mais de l'aide... non, c'est pas l'AME, c'est la paix. Vous êtes au courant de cette histoire? 1 million de personnes ont été virées du système au nom du fait de réorganiser cette demande de protection universelle maladie. En fait, il y a eu un bug informatique et on apprend aujourd'hui que alors qui est-ce qui gère ça? C'est la CARSAT, la CPL. Non, la FUMA ça s'appelle. La protection universelle des maladies, voilà, qui veulent mettre en place pour les plus fragiles. Ils ont un bug informatique, 1 million de personnes ont été sorties. Il y a des témoignages là-dessus terribles. Sur ces 1 million de personnes, il n'y en a plus que 300 000 qui sont encore en dehors. Et quand vous voulez vous réinscrire, on va vérifier si vous êtes bien de nationalité française. Donc on va vous demander plein de papiers qu'on ne vous avait pas demandé par le passé. Vous voyez, donc on voit bien que ce que nous disait Benassayag, le philosophe Miguel Benassayag, c'est que le numérique génère sa propre problématique. Et finalement, nous passons plus d'énergie à gérer la problématique du numérique que de gérer la problématique sociale. Il y a quand même un petit souci. Donc, remettons-nous au bon endroit par rapport à ces questions-là. Le numérique, quand même, est quand même aussi très utile parce que ça favorise la mise en œuvre de services nouveaux, plutôt intéressants. On a les supports à l'intervention sociale, par exemple pour les étrangers qui sont en errance, voilà, avec la traduction en ligne, avec toutes ces choses-là, on peut communiquer plus facilement. La géolocalisation peut être utile pour les personnes qui se perdent, je pense aux personnes âgées, enfin, les personnes qui ont Alzheimer, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, et puis, demain, nous allons avoir vers des robots d'assistance, il va y avoir des choses, il ne faut pas tout jeter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans le déni. Il y a des choses utiles que vous allez pouvoir utiliser. Alors, ce que l'on dit du deuxième point, c'est que la transition numérique requiert de la vigilance et oblige à l'analyse partagée. On ne peut pas parler du numérique si on ne partage pas ces questions-là entre professionnels et personnes accompagnées, entre professionnels et personnes accompagnées, formateurs, vous voyez, institutions évidemment. Alors l'institution, je la sors, enfin je l'oublie. J'ai un petit souci avec ça, mais j'oublie souvent l'institution. Mais quand je pense travail social, c'est hiérarchie, direction, tout ça, tous les acteurs du travail social. Donc en fait, on dit que qu'il faut absolument travailler ce que tu disais, c'est-à-dire avoir des outils de communication, d'échange qu'il faut sécuriser. Aujourd'hui, il y a des mails, il y a des messageries très protégées, et on continue de prendre des messageries non protégées, qui nous permet d'envoyer des messages avec les magistrats, par exemple, des choses comme ça. Un cadre juridique et éthique et déontologique et des valeurs à respecter, c'est un deuxième élément. Alors tout ça, on a développé derrière. Et on explique également que les encadrements ont des rôles aussi particuliers, c'est-à-dire qu'il faut accompagner l'évolution des pratiques, c'est-à-dire que c'est vrai que le bricolage c'est sympa, mais bon, il faut qu'on évite quand même de trop bricoler et que l'on partage les bonnes pratiques pour essayer de les déployer et de les développer. Et peut-être que là, le renforcement et le maintien des droits, les pratiques, on s'est beaucoup appuyé sur les avis du défenseur des droits parce qu'il a vraiment tapé au bon endroit, là, il a dit exactement ce qui nous pose problème. Et donc, on rappelle que les travailleurs sociaux n'ont pas vocation à être experts du numérique. Ils s'informent de la potentialité des outils, de leurs limites, ainsi de leurs conditions d'utilisation. Leur rôle de veille et d'alerte est essentiel et doit être reconnu. Le partage avec les personnes et les groupes qu'ils accompagnent permettent d'informer les gestionnaires des services en ligne des dysfonctionnements constatés et on leur demande qu'ils aient un droit d'alerte, sans être sanctionnés ou sans être... Les pratiques numériques, c'est une réflexion professionnelle à enrichir. On a trop peu écrit, on a trop peu construit de choses là-dessus, et donc c'est important. Le travail social, dans la définition du travail social, c'est 3 types de savoir: le savoir universitaire, le savoir des professionnels et de l'expérience, et le savoir des personnes. Et ces 3 savoirs, on les croise. Et donc en les croisant, ces savoirs, évidemment, on va avoir des réponses le plus proche possible de la solution la moins mauvaise à apporter. Soyons modestes sur ces questions-là. Et le 4e point qu'on va développer, c'est que le numérique, c'est un vecteur du pouvoir d'agir des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'on a aussi à apprendre des personnes sur leurs pratiques numériques, et voire même quand elles sont dans cette situation, elles trouvent des solutions qui sont parfois très utiles pour les autres. Et donc on doit pouvoir faire appel à ces compétences-là
Moi, je repense j'ai perdu son nom, le collègue qui est dans notre groupe de travail du CNPA, du comité des personnes accompagnées, Thierry Renaud. Thierry Renaud, lui, il connaît plein de trucs sur le numérique, il nous en apprend. Il nous dit, ah ouais, mais attends, ce truc-là qui fonctionne et tout ça. Prenons et puis faisons ensemble. Hein. Et faire ensemble, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'on n'est pas dans le sachant qu'il y a tout voilà. Non, ça, c'est une mission impossible de tout savoir. Hein. Et en fait, on termine cette chose par les recommandations du HCTS pour l'État, pour les institutions qui se développent des services en ligne, pour les travailleurs sociaux, leurs encadrements et leurs employeurs. Voilà, je vous remercie, je vais aller un peu vite, mais un peu long. Et là, vous avez ces fiches que vous pouvez maintenant faire distribuer. Pendant que Didier parlait, je vous ai indiqué l'adresse de messagerie cryptée, sécurisée et européenne en alternative à Gmail. Non. Pendant la toute petite pause, je demandais aux militants d'ATD s'ils voudraient réagir sur des points qui ont été dit cet après-midi, et ils m'ont répondu on est noyé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, voilà, et tout le monde n'a pas tout suivi dans la journée, et c'est vrai que c'est pas facile de croiser ses savoirs et ses regards quand on est un peu perdu dans la masse d'informations, de propositions, c'est vrai que ça a été très vite cet après-midi. Juste peut-être, comme les questions qu'on posait tout à l'heure, a-t-on le droit de ne pas avoir d'adresse mail? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui je n'ai pas d'adresse mail et s'inscrire à Pôle emploi, la CAF? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Est-ce que c'est... Ouais. En fait, c'est pas possible. Tous les logiciels en fait administratifs ont été configurés avec des données obligatoires. Souvent, elles sont indiquées par un petit astérix rouge. Et en fait, l'adresse mail fait partie de cet astérix rouge. La seule option que vous avez dans le choix, c'est de cocher ou de décocher souvent, parce que souvent c'est coché par défaut, pour continuer à recevoir des versions papier des informations concernant vos dossiers, ou d'avoir les deux, numérique et papier. Mais l'adresse mail, aujourd'hui, malheureusement, elle est indispensable. Vous me dites non? On peut s'en passer. Alors, je peux me permettre d'apporter une petite... Pour la carte. Pour la carte. Alors, je demandais si on pouvait avoir une adresse mail pour être allocataire, en tout cas. Pour être allocataire, on n'a pas forcément besoin d'une adresse mail. Pour consulter son compte, je parle de la CAF, on ne crée pas de compte à la CAF. On a un compte allocataire dans la mesure où on est allocataire. En revanche, on peut donner son compte, son adresse mail ou pas. Les adresses mail ne sont pas demandées pour toutes les démarches. Je ne peux pas vous dire, parce que moi je ne traite pas les dossiers, mais je ne peux pas vous dire, il y a des démarches pour lesquelles l'adresse mail est demandée, d'autres non. Ça sera probablement harmonisé. En tout cas, ce n'est pas le cas pour toutes les démarches, mais on peut consulter son compte. Je sais qu'il y a d'autres institutions où on crée son compte. Nous, il existe de fait. On est allocataire, on a un compte. Par contre, ce qui change, c'est que quand on donne son adresse mail à la CAF, c'est-à-dire que quand même on a nous une grosse majorité d'allocataires qui l'ont donné, mail ou téléphone portable aussi, parce qu'on communique beaucoup aussi par téléphone portable. Eh bien, on envoie d'autres informations parce que effectivement, ça nous permet de cibler l'information beaucoup plus, puisqu'on a des critères de ciblage. Voilà. Mais on peut quand même. Quand on est sur le papier, quand on fait des DTR, on touche les prestations plus tard. Quand on est en papier. Par rapport à le traitement des demandes faites en ligne est plus rapide. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire quelle demande nécessite l'adresse mail ou pas. Par exemple, je crois que la déclaration de ressources annuelles, alors on ne sait pas, je ne peux pas vous dire actuellement ce que ça va devenir avec tout ce qui se passe aux impôts, on n'a pas forcément besoin de l'adresse mail.
alors que pour la DTR, je dirais que oui. Mais quelqu'un qui voulait réagir? Moi, dans mon expérience professionnelle, je travaille beaucoup avec la CAF et la collègue de la CAF, elle a accès soit au mail, soit au 06, mais en fait, ça peut très bien ne pas fonctionner. On peut mettre n'importe quel aussi, de toute façon, je rentrer et mettre n'importe quelle autre adresse mail. On s'en fiche, personne ne va vérifier si c'est notre adresse mail ou pas. Et la CAF ne va pas vérifier si c'est une adresse mail personnelle. On peut mettre une adresse mail, l'adresse mail du voisin ou de la fille ou du petit-fils, etc. Et ça, c'est une réalité pareil pour le téléphone. Après, j'ai une question concernant la domiciliation. Est-ce qu'il pourrait y avoir est-ce que ça a été envisagé à un moment donné, des domiciliations numériques, comme il y a des domiciliations postales? Parce que je ne pense pas que pour la carte ce soit obligatoire, on peut mettre ce qu'on veut en fait. On peut mettre en rentrée une adresse mail ou un numéro de téléphone. Pas de données personnelles quand on rentre c'est le mail et le téléphone ne sont pas conditionnés à Mais après, si la CAF veut vous écrire pour vous demander un papier, un truc ou quoi, là par contre, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça c'est sur la question de droit, c'est pas obligatoire. Après le traitement, c'est législatif. Sur la question de la domiciliation, c'est quelque chose qui va toujours poser question. Est-ce qu'il y a des domiciliations françaises? Il pourrait pas y avoir des domiciliations numériques? Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas de précision là-dessus. Et effectivement, c'est une question qui est venue en débat. Voilà, donc la domiciliation, entre guillemets. La question, on va en arriver à se dire, il y a les droits de l'homme réels, est-ce qu'il va falloir y avoir des droits de l'homme du virtuel? C'est-à-dire que finalement, il y aurait une zone de non-droit où on pourrait faire tout et n'importe quoi sur le virtuel et devrait respecter des droits au niveau de l'humain. C'est quand même un problème, ces questions-là, puisqu'on a une double personnalité désormais. On a sa personnalité réelle et on a sa personnalité virtuelle, d'ailleurs qu'on met en scène sur Facebook ou machin, et on peut se présenter de façon différente. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions de fond qui se posent sur cette dichotomie entre la personne et sa représentation numérique. D'ailleurs, ça pose des questions aussi quand on est décédé. Il faut penser à faire, oui, la loi a prévu que l'on puisse faire supprimer par un descendant qui a été un tiers de confiance pour pouvoir justement arrêter tous les comptes et toutes ces questions-là. Ouais, c'est des questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé au départ. On peut garder son profil et en faire une page un peu isolée, souvenir, etc. C'est un choix aussi que vous avez dans vos paramètres. Juste une petite chose, je voulais revenir sur justement les connexions libres que vous avez gentiment décrites comme non sûres, même dangereuses. J'ai des souvenirs que des amis, quand j'étais en Espagne, les amis s'amusaient avec leur portable de changer le numéro Wi-Fi des bars ou de prendre la télécommande de la télévision, juste comment il y a des fans du Barça ou du Madrid pour changer au moment. Oui, c'est vrai que c'est très vulnérable cela, mais quand je me suis permis de donner aussi l'idée de parler plutôt, parce que l'idée n'est pas seulement la mienne, des réseaux d'États nationaux spéciaux pour la précarité, pour tout le monde d'ailleurs en même temps, pour avoir une connexion presque, pas directe mais préférentielle, même à bas débit, donc protégée par les institutions, on va dire. C'est ça qui est demandé, c'est pas des réseaux libres, si on a le temps, on s'assoit dans un parc, on est 15, ça va encore plus lentement, etc., parce que c'est bien connu, les hackers l'utilisent d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment mettre la tête dans un nid d'abeilles. C'est vraiment encourir. Donc il ne faut surtout pas prendre des Wi-Fi comme ça. Il faudrait installer un Wi-Fi sûr. Je crois que les questions ont été riches et les informations denses.
Mais je notais parce que j'ai ouvert et on s'est réparti les rôles et je notais. Bon, ben, on voulait vous remercier pour vos interventions dans cette journée, votre participation active et toute la richesse de ce qui a pu ressortir des ateliers. Remercier les intervenants aussi d'avoir surfé à partir de... Parce que du coup, ils avaient quand même la consigne d'intervenir sur ce qui ressortirait des ateliers, donc c'est pas un exercice forcément simple, mais merci beaucoup. Et voilà, je crois que voilà, en espérant donc à partir du travail qu'on a fait aujourd'hui, de mettre en perspective avec d'autres journées, je pense qu'on essaiera de continuer la réflexion. Rentrez bien et à bientôt.